Je suis heureux de présenter le professeur Enoch Abo, qui est professeur à l'Université d'Amsterdam, qui est originaire du Bénin et qui est mon complice dans l'approche uniformitaire, un de mes complices. Et il va nous parler sur les créoles, sont-ils de nouvelles langues indo-européennes? Voilà, ça tombe bien parce que c'est quoi ça? Ce que je ne pouvais pas aborder de façon explicite dans ma dernière diapositive. Et maintenant, je laisse la parole au professeur Enoch. Merci Sally. Merci pour l'invitation et merci de me faire l'honneur de pouvoir m'adresser à une audience aussi prestigieuse pour le petit Béninois que je suis, qui est parti du Bénin en 90 comme migrant, de me retrouver ici pour essayer d'enseigner une leçon est un grand honneur. Et je vous remercie donc d'être là pour partager avec moi. Donc évidemment, la question que je pose, c'est la question à laquelle Sally s'est attelée depuis quelques décennies. Et on est d'accord sur pas mal de grandes lignes, mais on a des petites différences parce que, en général, j'essaie de comprendre ce qui se passe au niveau de l'individu. Venant du Bénin, comme je vous ai dit, et parlant en France, on a tendance à penser que c'est les États qui font les langues. Et moi, j'ai une formation de générativiste où nous pensons sérieusement que c'est les individus qui font les langues. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on arrive à cette approximation dont parlait Sally à partir de l'individu. Et après, comment est-ce que ces approximations vont se propager dans la population? Et les États s'occupent de ce que les populations font, qui est une construction, en fait, une construction abstraite. Lorsque nous parlons du français, que parlent les Français, c'est une construction abstraite. Il n'y a pas un français qui est parlé par tous les Français qui sont dans cette salle. Alors, tous les Français qui sont dans cette salle parlent ce qu'on va appeler, moi je parle Enoch, ce que je vous parle maintenant, c'est du Enoch. Ce n'est que moi et moi tout seul. Et chaque individu dans cette salle parle ce qu'on pourrait appeler le français individuel. Et évidemment, au niveau de la population, au niveau politique, on essaie de faire une reconstruction. Et donc, on a un objet abstrait qui n'existe pas. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment on arrive au niveau individuel à produire des patterns qui ne sont pas similaires, qui sont un peu différents les uns des autres. Et donc, pour ce qui est de la question que je pose, sans vraiment vous dire la conclusion de mon exposé, bien sûr que les créoles, pour moi, sont des langues indo-européennes, mais je dis aussi que ce sont des langues, en tout cas pour ce qui est du créole haïtien, par exemple, ou disons des créoles qui ne sont pas parlées dans la zone atlantique, comme on dit, ce sont des langues Niger-Congo. Pour la simple raison que toute langue humaine sur cette terre a forcément plusieurs parents. Et donc, ce sont des constructions hybrides. Et ce que je vais essayer de faire dans cet exposé, c'est de montrer comment, au niveau individuel, on arrive à cette construction hybride. Mais pour cela, il me semble qu'il est important de mentionner le fait que l'un des problèmes que nous avons dans disons en linguistique et aussi peut-être dans la population en général, quand les gens parlent de langue, c'est parce que nous parlons du point de vue qui est représenté ici, qui consiste à dire que lorsque nous prenons une famille génétique, cette famille génétique, donc cette famille linguistique génétique, est forcément issue d'un parent unique. Ce qui est bizarre, parce que même en biologie, c'est pas ce que les gens font, mais en linguistique, on a cette propension à penser que les langues ont une forme proto-unique. Et c'est en cela qu'on peut dire que le français est issu du latin, en oubliant au passage les langues celtes. Et donc, on a ces deux façons de voir qui consiste à dire que dans des circonstances normales, donc ce que vous avez à gauche, on a
l'idée que la transmission se fait d'une population d'adultes aux enfants, et c'est une transmission en fait verticale et linéaire. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, on a des populations d'enfants qui, pour une raison ou une autre, créent des variants qui sont à peu près différents les uns des autres. Donc ici, on va parler le français, et peut-être qu'ici, on va parler quelque chose qui ressemble à l'italien, mais on veut maintenir le fait que l'italien et le français sont issus d'une même population, en fait, qui parlait à un moment donné le latin. Et ça nous donne des familles qui sont très heureuses, et c'est en général des familles aussi qui sont considérées comme étant uniformes. Ce qui est bizarre aussi, hein, si vous prenez je veux dire, la perspective biologique. Et de l'autre côté, on a cette autre perspective qui a été proposée pour les créoles, et c'est ce dont parlait Sally tout à l'heure, l'ouvrage de Bickerton qui considère que les créoles sont des langues bâtardes, simplement parce que là, on considère que c'est des adultes parlant plusieurs langues qui se sont rencontrées et qui ont été forcés de vivre dans un espace confiné. Vu que ces adultes n'étaient pas capables d'apprendre d'eux-mêmes, je parle goût, mais il y a un autre gars qui parle peut-être éveillé sur la plantation, on n'est pas capable d'apprendre nos langues. On a créé un pidgin juste pour aller couper la canne à sucre. Et si on reste dans le domaine de la canne à sucre et que, disons, l'économie de la canne à sucre disparaît comme ce que Sally disait par rapport pour les pirates, le pidgin va disparaître. Donc ça, c'est l'extinction ici. Si par hasard, on nous donne un peu plus de liberté et que nous pouvons utiliser le pidgin en dehors du champ de canne à sucre, eh bien, ce pidgin va devenir une langue, mais il ne deviendra langue que quand nous aurons des enfants avec lesquels nous allons converser en pidgin, qui n'est pas une langue, et ces enfants vont transformer ce pidgin en une langue complète. Et ça, c'est une théorie très populaire qu'on retrouve dans pratiquement tous les livres de linguistique, même si, une fois qu'on l'a présentée comme ça, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on a gardé cette théorie pendant si longtemps? Et évidemment, quand on a cette théorie en tête, on peut se poser la question du français, du créole haïtien. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette décadence du français pour que les Haïtiens parlent quelque chose comme le créole haïtien. Et ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est de repartir un peu en arrière, de dire il est important pour les linguistes et aussi pour ceux qui travaillent sur, disons, la spéciation des langues, de comprendre qu'un aspect fondamental de l'humanité, c'est la migration. Il n'y a pas d'humanité sans migration, en fait, qu'on le veuille ou pas. Et ceux qui font la migration, c'est en fait les apprenants et les locuteurs. C'est ceux qui, en fait, vont parler des langues, qui vont se rencontrer et qui vont recréer des langues de génération en génération. Et lorsque les gens migrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent des biens, donc ils font du commerce, ils échangent des connaissances, comme c'était le cas à Timbuktu, qui, bien qu'étant à l'intérieur des terres, recevait, disons, des étudiants de la Méditerranée, des étudiants du Moyen-Orient et des étudiants d'Afrique. Et lorsque les gens se rencontrent, ils échangent aussi des gènes, qu'on l'avoue ou pas. Et donc, dans ces circonstances où les gens se rencontrent, une des choses que les gens utilisent, c'est la langue. Et c'est ce qui amène Sally à dire que, en fait, si on regarde ces échanges verbaux, on peut les considérer comme étant des sortes de reproduction verbale, des intercourses, je ne sais pas comment on va traduire ça en français. Donc, c'est une sorte d'échange de traits linguistiques qui va se passer pendant la communication, c'est-à-dire pendant la communication, on s'influence mutuellement. Et c'est là que nous intégrons dans notre système de parler des traits qui viennent d'autres personnes. Donc, c'est là que nous créons ce que je vais appeler une grammaire mentale hybride.
Et donc, l'idée ici, c'est de dire que pendant la communication, pendant que je vous parle maintenant, vous êtes affecté, que vous veuillez ou pas, et ça, on a des études qui le montrent. Votre cerveau, en fait attention à certains traits auxquels vous n'êtes pas habitué. Il bouge, et en fait, ces traits, quelque part, vous infectent, et il se pourrait que vous gardiez certains des traits que j'utilise dans mon parler actuel. Et vu que vous allez retenir ces traits, le système que vous allez développer sera un système hybride de ce point de vue. Et l'idée que je vais essayer de poursuivre et que je poursuis dans mes travaux depuis depuis une bonne dizaine d'années, pas quelques dizaines, c'est de dire qu'en fait, ces grammaires hybrides sont, disons, la base même du changement linguistique et donc de l'évolution de la langue. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on peut formaliser ces grammaires hybrides. Et là aussi, j'aimerais mettre sur la table, disons, un sujet dont on ne parle pas souvent, surtout si on est dans un pays, et le mien est pareil, hein, le Bénin, où on considère que tout le monde doit parler un standard. En fait, une des choses dont nous devons nous débarrasser dans la théorie linguistique, c'est cette hégémonie du monolingue qui consiste à penser que le modèle linguistique que nous devrons, disons, modéliser dans nos théories linguistiques est un monolingue qui est issu d'une communauté homogène et qui connaît sa langue parfaitement. Et donc ça, c'est la perspective actuelle. Le problème de cette perspective actuelle, c'est qu'elle n'est pas écologiquement valide. En fait, il suffit de prendre un pays comme le Bénin, petit pays d'Afrique qui fait 112 000 km², avec à peu près 10 millions d'habitants. Et au Bénin, on peut compter 56 langues. Et c'est un des pays qui, disons, a le moins de langues dans cette région. Le Bénin, le Togo. Le Nigeria en a 400, je pense. Le Ghana en a 80. Et ces 56 langues sont issues de 6 familles différentes. Et vu que nous avons eu le malheur d'être colonisés, et malheur ici s'entend par le fait qu'à l'école, les langues, aucune de ces 56 langues n'est enseignée à l'école. En fait, l'éducation est faite uniquement en français. Et vu que les Béninois doivent être confrontés à la modernité, en plus du français, au secondaire, on doit apprendre l'anglais. Donc, à partir de la 6e, ça vous dit quelque chose parce que ça, c'est le programme, je crois, tel qu'il est exécuté aussi en France. À partir de la 6e, on doit apprendre l'anglais. Et à partir de la 4e, on doit choisir une langue moderne entre l'espagnol et l'allemand. Et donc, il me paraît évident que dans une situation comme ça, si vous prenez une petite classe béninoise, il n'y a aucun monolingue dans la classe. Il n'y a pas de classe au Bénin où vous allez trouver des enfants qui sont uniquement monolingues, c'est-à-dire ils ne parlent qu'une seule langue. Mais le Bénin n'est pas unique dans cette région. Parmi les 7000 langues qu'on compte dans le monde, l'Afrique à elle toute seule a quelques 2000 langues. Et sur ces 2000 langues, les langues Niger-Congo représentent à peu près les 3/4, donc à peu près 1500 langues. Et les langues Niger-Congo qui sont dans cette zone, en fait, montrent un taux de variation très, très élevé, en fait. Donc, on ne peut pas vivre en Afrique en étant monolingue. C'est simplement impossible. Mais l'Afrique n'est pas unique. Si vous regardez cette carte qui essaie de répertorier les langues vivantes du monde, vous voyez qu'il n'y a aucun pays qui soit monolingue. En fait, il n'y a aucun pays au monde où les gens ne parlent qu'une seule langue dans tout le pays. Et c'est ce que disait Sally un peu dans son exposé. Donc, en fait, l'être humain monolingue n'existe pas. Et quand on y pense, ça fait un changement. Si on part du principe qu'il n'y a pas de monolingue, ça veut dire que l'effort du système éducatif qui essaie de nous rendre monolingues, en fait, consiste à nous lobotomiser un peu, en fait. Donc l'idée que je propose ici, c'est de partir du principe que l'être humain a développé une capacité langagière qui est une capacité multilingue. Et même du point de vue évolutionniste, si vous regardez, la langue ou la capacité langagière a dû apparaître dans quelques individus quelque part. Et elle a dû après se propager d'individu en individu.
Il faudrait que ça prenne du temps. Et il est impossible de croire que tous ces individus parlaient exactement la même chose. Le français est standard, ce n'est pas possible. Ils devaient parler des choses différentes. Et pour pouvoir former une communauté, ceux qui avaient accès à ce input devaient avoir la possibilité d'évaluer plusieurs variantes. Et c'est ça le multilinguisme. Le multilinguisme, c'est avoir la possibilité de dire « maintenant je parle en français, ça c'est du français, mais ça c'est du gung ». C'est cette capacité qui nous rend humains en fait. Et donc, de nous envoyer à l'école et de nous dire que nous devons devenir des monolingues super puissants, c'est quelque part, en fait, l'image que j'ai parfois quand je parle de ça, c'est de dire, en fait, on marche sur deux pieds et puis on a un système éducatif qui décide de nous couper une jambe. Et donc, si on admet que l'être humain a évolué comme, comment je vais dire, un agent linguistique qui a la capacité d'entretenir plusieurs alternatives, donc l'idée que les grammaires que nous entretenons, les grammaires mentales que nous entretenons sont des grammaires hybrides, en fait, devient tout à fait claire. Et comment est-ce qu'on peut voir, disons, les effets de cette grammaire hybride? Et là, ce que je vais faire, c'est d'utiliser quelques exemples qu'on retrouve dans la littérature. Et comme on est très bien dans la classification des choses, donc on a les créoles, les non-créoles, on a l'alternance codique, on a la non-alternance codique, je vais utiliser quelques exemples de l'alternance codique pour montrer ce que les grammaires hybrides peuvent en fait nous enseigner sur l'émergence disons, des langues. Et donc ici, j'ai quelques exemples en créole haïtien et en gung. Et ce que je montre ici, simplement, je vous ai mis les mots dans des couleurs différentes. Si vous regardez les couleurs des différents mots, vous remarquerez que, en fait, quand on prend l'exemple 1A, qui est un exemple du créole haïtien, go, wob, la, on voit que l'adjectif précède le nom qui est en jaune, donc wob, comme en français, en fait. Donc l'exemple français en 1B. Si vous regardez l'exemple 1C qui est en gung, nanasa ou daholo, on voit que l'adjectif en fait suit le nom. Donc, le créole haïtien, dans cet exemple-ci, se comporte comme le français quand on regarde la position de l'adjectif par rapport à la position du nom. Mais lorsque vous regardez la position du déterminant, donc vous prenez l'exemple 1A, vous voyez que le déterminant en créole haïtien est en position post-nominale, donc il vient après le nom, tandis que le déterminant en français précède le nom, donc la grande robe, et le déterminant en gung, en fait, suit aussi le nom. Donc, en gros, ce que le créole haïtien fait, c'est de prendre le pattern vert pour la position du déterminant et de prendre le pattern rouge pour la position du français. Et ça montre un peu ce que j'entends par grammaire hybride. Cet exemple-ci, donc pour les créoles haïtiens, à la limite, on peut partir du principe que ceux qui ont créé cette langue n'avaient pas de, comment je vais dire, de problème cognitif et donc qui se comportaient comme des agents, des hommes en parfaite santé et qui pouvaient créer une langue. Cet exemple-ci est intéressant parce que c'est un exemple qui a été pris, recueilli auprès de patients qui ont eu une aphasie et c'est des patients multilingues et après l'aphasie, ces patients ne peuvent pas comment je vais dire, ils ne peuvent pas ne pas procéder à une alternance codique, c'est-à-dire c'est des patients multilingues qui avant d'avoir eu cette aphasie pouvaient parler dans une langue ou dans l'autre, mais après l'aphasie, ils mélangent. Et mélanger entre guillemets. Et ce qu'on voit ici qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'un mot issu de l'anglais est combiné avec, disons, un déterminant, si je peux appeler ça comme ça, qui est issu du malayalam, qui est une langue dravidienne. Et l'exemple qui suit, hospitality est un exemple du même type où on voit que le mot hospital, qui est un mot anglais, est combiné avec des éléments grammaticaux qui viennent du malayalam.
Et cet exemple est intéressant parce qu'on sait que ce patient n'a pas la capacité, comme moi je viens de le démontrer tout à l'heure, de se limiter à une seule langue, en fait. Donc c'est quelque chose qui est produit automatiquement. Ce qui veut dire qu'en fait, les alternances codiques que nous faisons, même si on peut avoir une sorte de processus cognitif qui nous permet d'inhiber les langues en compétition, il semblerait que notre capacité à produire des exemples de ce type ne dépende pas de notre capacité à avoir accès aux fonctions exécutives qui vont nous permettre d'inhiber les langues en compétition. Pourquoi est-ce que ces deux exemples sont intéressants? Ces deux exemples sont intéressants pour moi, en tout cas, pour les 2 points qui sont en jaune. Il semble que quand nous avons une nouvelle langue, un nouveau vernaculaire ou une nouvelle, création linguistique, c'est très souvent sur la base d'éléments qui ont été pris, disons, de registres différents, de dialectes différents, de langues différentes, et qui ont été recombinés ensemble pour former un nouvel élément linguistique. Le deuxième point, c'est le point que je viens de mentionner. Il semble que cette capacité que nous avons et qui nous permet de créer ces objets linguistiques ne dépend pas de notre capacité à pouvoir décider de parler dans une langue ou dans l'autre. Apparemment, c'est quelque chose qui est automatique. Et donc, la question peut se poser, d'où est-ce que nous tenons cette connaissance qui apparemment semble être automatique? Et là, ce que je vais dire, je vais aller un peu plus vite, c'est de dire simplement que c'est une connaissance qui est innée et qui nous permet justement de pouvoir sélectionner des traits linguistiques pendant une conversation et de pouvoir recombiner ces traits linguistiques dans de nouveaux éléments, dans de nouveaux syntagmes. Et donc, vu que nous recombinons ces traits linguistiques qui proviennent de sources différentes pour faire de nouveaux syntagmes, on va dire que ce que nous créons sont en fait des objets hybrides. Donc, de là vient l'idée de la grammaire hybride. Et le principe cognitif qui nous permet de faire, justement, de créer ces nouveaux objets, c'est un principe que j'ai discuté dans plusieurs travaux et que j'appelle recombinaison, et c'est simplement ce principe cognitif qui nous permet de dire quelque chose comme voiture là versus la voiture. Et une hypothèse que je vais faire ici, mais je ne vais pas tellement en parler parce que c'est pas c'est pas vraiment le point essentiel que j'aimerais faire, c'est de dire que cette recombinaison que nous faisons et à laquelle nous avons accès automatiquement est quelque chose qui précède la sélection des vocabulaires que vous trouvez ici. Donc, c'est quelque chose qui se passe avant que je ne décide que mon énoncé va être en français, en goût, en anglais ou un mélange des deux. C'est en gros ce que je voulais dire ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est de montrer un peu comment cette recombinaison peut en fait nous permettre de comprendre les différences qu'il y a entre les différents parlers et comment on peut arriver à la variation typologique. Et pour ce faire, je vais en gros utiliser une caractérisation qui est assez commune en linguistique, c'est de dire qu'un item lexical, c'est-à-dire un mot, a au moins 3 aspects qu'on peut, analyser. Il y a la prononciation, donc c'est ce que vous entendez dans mon français, c'est la façon dont je prononce les mots, qui n'est pas forcément la même que la façon dont vous parlez le français. Il y a la morphosyntaxe, c'est-à-dire la distribution des mots, où est-ce qu'on peut utiliser ces mots, dans quel contexte on peut les utiliser dans une phrase. Et il y a la sémantique, c'est-à-dire le sens des mots que nous utilisons. Et il y a ces trois aspects du mot sont les aspects que les apprenants doivent maîtriser d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est ce que nous apprenons quand nous apprenons une langue. Et voici ce que je trouve magique par rapport à l'être humain. L'idée, c'est de dire, si chaque mot a 3 aspects que nous devons apprendre, ça veut dire que pour chaque mot que nous apprenons, en fait, nous avons au moins 8 versions différentes que chacun peut apprendre. Et c'est ça que je trouve fascinant par rapport aux hommes. Les points rouges représentent ce qu'on va appeler les déviances maximales. C'est les points où
je modifie la phonologie, je modifie la distribution du mot et je modifie aussi la sémantique du mot. D'accord? Et les points bleus au milieu, là où vous n'avez que des points bleus, ce sera ce qu'on va appeler la cible. C'est la cible parfaite. J'ai un français parfait, j'ai une morphosyntaxe parfaite et j'ai une sémantique parfaite. Même ça, je n'ai pas réussi à cause de mon accent. Et entre les deux, il y a toutes sortes de variations possibles, ou toutes sortes de combinaisons de variations possibles. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est ce principe qui nous donne les différentes variations linguistiques que nous avons au sein d'une communauté, mais aussi entre communautés. Donc, si, par exemple, je dis quelque chose comme « Hey, t'as vu, il a mangé tout mon argent », vous allez dire « Non, mais pourquoi il dit « il a mangé mon argent » C'est pas du français. Et ceux qui se plaignent du français de Aya Nakamura vont dire « Ouais, non, mais ceux-là, ils parlent pas français. » Mais la seule chose que je fais, c'est que je recombine des propriétés sémantiques de ce qui pourrait correspondre au verbe « manger » en goût avec le verbe « manger » en français. Parce qu'en goût, on dit « edukweche ». Et ça veut dire, littéralement, il a mangé mon argent. Mais en fait, ça veut dire, il a dépensé mon argent. D'accord? Donc, si je dis, il a mangé mon argent, tout béninois sait que je suis en train de dire, il a dépensé mon argent. Et donc, pour moi, c'est de ça que vient la variation linguistique. Et évidemment, si on fait cette variation en combinant, disons, des traits qui viennent de dialectes, de registres, qui appartiennent à la même langue, on produit quelque chose qui est proche de la langue. Si on combine des traits qui viennent de langues différentes, on va produire quelque chose qui est plus distant. Donc ici, vous avez le groupe en bleu, c'est le groupe de ce que j'appelle les variants qui sont proches. Donc c'est des variations qui sont proches, c'est ce que les gens appellent régionalisme. Oui, ça c'est colloquial, c'est pas standard, mais bon, j'entends ça autour de moi, mais c'est pas du français standard. Et le groupe en noir, c'est ce que je vais appeler les variants qui sont plus distants, qui sont plus loin, qui sont plus éloignés de ce que les gens acceptent acceptent dans leur communauté. Mais ce n'est pas des variants qui n'existent pas. Ils existent. C'est simplement que les gens ne les acceptent pas forcément dans leur communauté. Et donc, ce que nous avons à partir de là, c'est que ce principe nous permet de voir clairement ce qui pourrait être à la base des variations typologiques linguistiques dans ce qu'on pourrait appeler de communautés monolingues, qui à mon avis n'existent pas. Ce à quoi on assiste, c'est des individus qui s'engagent à une recombinaison des traits qui sont proches parce qu'ils utilisent, disons, des variétés qui sont proches. Ils vont utiliser des dialectes de la même langue, ils vont utiliser des formes non standards de la même langue, et ils vont produire des variants qui seront distants, mais qui ne seront pas si distants que ça. Dans des recombinaisons qui impliquent des gens qui sont polyglottes, donc qui parlent, disons, le français, mais le goût, l'anglais et un peu d'espagnol que j'ai appris à l'école, je peux produire soit des variants qui sont proches de ce que d'autres personnes dans la communauté produisent, mais je peux produire aussi des variants qui sont relativement éloignés de ce que les autres font dans la communauté, simplement parce que je puise dans mon réservoir de langue que je parle. Et ça me permet maintenant d'illustrer quelques, disons, exemples, d'analyser quelques exemples en créole haïtien. Je ne sais pas combien de linguistes formalistes il y a dans la salle, donc je vais essayer de garder une présentation assez superficielle, mais pendant les questions, vous pouvez me poser des questions un peu plus pointues sur les structures que je vais présenter. Donc, pour ce qui est du créole haïtien, on sait que le créole haïtien est issu, comme le disait Sali, est issu de la rencontre entre, disons, des locuteurs de parler français, donc de parler non standard français, mais aussi de locuteurs des langues gbé. Donc, les langues gbé, c'est des langues qui sont parlées dans ce qui était connu à l'époque comme étant la côte des esclaves. Donc, le fon, le goun, l'évé, la dja, ainsi de suite, mais aussi des langues kikongo.
Et donc, c'est l'ensemble de ces, disons, langues, le français, les langues kwa et les langues bantoues, qui, ensemble, ont donné naissance au créole haïtien. Et donc, on a de bonnes chances, on a de bonnes raisons de penser que le créole haïtien, en fait, a des traits qui appartiennent à ces différentes familles linguistiques. Et une des choses qu'on voit par exemple en créole haïtien et qu'on voit très bien dans les langues kwa, c'est le fait que ces deux types de langues utilisent ce qu'on va appeler les noms nus. Entre parenthèses, je viens juste de me rendre compte que je devais vous prévenir dès le début que les slides, les diapos sont en anglais et que je vais parler en français. Mais ça participe de ce que j'essaie de dire, que nous sommes des multilingues. Donc, je pense que ça devrait aller. Ouais, je m'excuse. Ouais. Donc, le goun et le créole haïtien présentent cette propriété qu'on appelle bare nouns, donc c'est des noms nus. Les noms nus, en syntaxe, c'est simplement des noms qui apparaissent sans déterminant, sans adjectif, sans rien, et qui apparaissent dans les positions argumentales. Donc, je vais dire quelque chose que j'ai acheté table, plutôt que de dire j'ai acheté une table. Donc, j'ai acheté table, c'est un nom nu. Mais dans ces langues, donc en créole haïtien et en goun, on peut aussi modifier ces noms nus. Donc, je peux dire en goun, j'ai acheté jolie table. Mais je peux dire aussi, j'ai acheté jolie table, là. Et ça veut dire, j'ai acheté une jolie table en particulier. Donc, je caractérise ça comme étant un marqueur de spécificité. Je sais que Anne Hertz, ici, elle a travaillé sur ces déterminants et elle n'a pas forcément la même analyse. On sait aussi que le créole haïtien et le goun ont justement ces marqueurs dont je viens de parler qui semblent indiquer la spécificité. Et donc, ce qui est intéressant entre le créole haïtien et le goun, c'est l'exemple que vous avez entre 3. Donc, ce qu'on voit dans l'exemple 3, c'est Bouki acheté une belle machine. On voit qu'une belle machine est introduite avec un déterminant. En gros, Bouki a acheté une belle machine. Mais la deuxième mention de machine se fait sans le déterminant. Donc, c'est comme si en français, je disais Alex a acheté une jolie voiture, mais voiture lui crée problème. D'accord? Donc, en fait, le nom nu qu'on a ici est un nom défini, en fait, puisqu'il a déjà été introduit dans le discours. Et le goun fait exactement la même chose. Right? Donc, ici, on a des, c'est l'équivalent de yon, mais la deuxième mention, c'est un nom nu. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les créoles atlantiques de façon assez robuste. Quand on s'intéresse à la position de ce yon et de D en goun, bon, avec les couleurs que je vous ai données, c'est assez clair. On voit très bien que yon précède le nom en créole haïtien, tandis que son équivalent, en tout cas ce qui pourrait être son équivalent en goun, suit le nom. D'accord? Et donc là, on a déjà une idée de l'origine de yon. Enfin, yon vient de 1 en français. Et donc, il se positionne en créole haïtien comme 1, simplement, il précède le nom, tandis que l'on en goun se positionne après le nom. Et les exemples que vous avez en 6 illustrent à peu près la même chose. On voit que yon précède l'adjectif en 6 et l'adjectif de taille, donc gros, qui précède le nom, mais l'adjectif de couleur suit le nom, comme en français en fait. Yon gros robe jaune, une grosse robe jaune, si je traduis littéralement. Gros robe jaune là, maintenant on voit l'autre déterminant qui suit. Et si on compare ça en goun, on voit simplement que le goun se comporte complètement différemment. L'adjectif doit toujours suivre le nom et les déterminants sont toujours post-nominaux. Donc, c'est en gros la comparaison entre le goun et le créole haïtien. Et on voit très bien que le créole haïtien n'est pas une réplique du goun, donc ce n'est pas ce que disait Suzanne Silver. On voit que le goun a un comportement complètement différent. Mais on voit aussi que le créole haïtien n'est pas une réplique du français, en fait.
Et donc, la conclusion ici, c'est que yon, qui est issu du français, se comporte comme l'article 1 en français, mais il a des propriétés qui correspondent aux propriétés de l'article D en gon. Donc, c'est d'où vient justement cette idée de grammaire hybride. Et en ce qui concerne la, on voit que la se comporte comme l'or en gon, même si on peut aussi faire l'hypothèse que la en créole haïtien, en fait, a des parallèles avec l'adverbe de position en français, ce livre-là, qui peut aussi avoir cette propriété en français. Donc, en gros, on voit que les adjectifs se comportent en créole haïtien comme les adjectifs en français. Et de ce point de vue, les adjectifs du créole haïtien sont différents des adjectifs en gon. Je pense que je vais sauter cette partie parce que je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent pour ce que je vais dire après. Je vais sauter ça aussi. Ça, c'est les analyses qu'on peut proposer si on fait de la syntaxe générative. Et si vous avez des questions sur ces représentations, je pourrais y revenir après. Ce que j'aimerais faire, plutôt, c'est simplement vous pointer de cette caractérisation qu'on pourrait faire sur, disons, pas sûr, à propos des déterminants du créole haïtien, le yon, et il se prononce de façon, comment je vais dire, proche au français en tout cas, c'est un. Il a une propriété morphosyntaxique NP raising minor, ça veut dire simplement qu'il précède le nom et que le nom ne se trouve pas à sa gauche. Et en sémantique, il a, disons, une sémantique qui est proche des langues B, en fait. Donc, ce qu'on voit dans la première représentation, ce serait que l'item lexical, donc le mot « yon » en créole haïtien, aurait deux aspects de sa structure qui seraient issus du français et un aspect serait en partie issu des langues B. En gros, c'est ce que je représente ici. Et pour l'item lexical là, on a, disons, le contraire, on a un aspect qui semble être issu du français, donc ce serait l'aspect phonologique, tandis que l'aspect morphosyntaxique et l'aspect sémantique seraient plus influencés par les langues B. Donc, j'essaie avec cette représentation ici de montrer quels sont les apports linguistiques, disons, quelles sont les sources des propriétés linguistiques de ces systèmes lexicaux en créole haïtien. Et en gros, l'idée, c'est de dire que quand on regarde ces propriétés linguistiques, on voit que c'est des propriétés linguistiques qui sont hétérogènes. On ne peut pas dire que yon vient complètement du français, mais on ne peut pas dire non plus qu'il vient complètement des langues B. De la même façon, on ne peut pas dire que la vient complètement du français, tout comme on ne peut pas dire qu'il est issu complètement des langues B. C'est à chaque fois une recombinaison des traits. Et donc, c'est ce que je dis ici. Et on peut faire la même chose pour les pronoms personnels, et après ça, je pense que je vais m'arrêter, en créole haïtien. Là, je vous ai mis les pronoms personnels dans différentes langues, disons, romanes, mais ce qui nous intéresse ici, disons que les langues qui pourraient être dans le feature pool du créole haïtien, disons le portugais, l'espagnol et le français. Donc, on peut regarder la forme des pronoms personnels dans ces langues différentes et on voit qu'en fait, en créole haïtien, le créole haïtien a retenu les formes accusatives qui ne sont pas ici, mais ça, c'est les formes accusatives moi, tu, qui est devenu ou, et li, qui est en fait... c'est très clair, hein, issu de la troisième personne du singulier, disons dans les langues romanes. Après, on a yo, qui est issu de la forme accusative aussi, eux. D'accord ? Et donc, la seule chose qui pourrait nous paraître bizarre, c'est le fait que le créole haïtien n'a qu'un seul pronom pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, qui est nous. Et la plupart des gens voient ça et disent « Ah ouais, ben, ils n'ont pas bien appris le français. » Mais ce qui est intéressant, en fait, quand on regarde ces deux formes dans les langues romanes, c'est les seules deux formes qui constituent ce que nous appelons en linguistique une paire minimale. C'est que c'est les seules deux formes qui diffèrent uniquement en ce qui concerne la consonne initiale. D'accord ?
Et là, on peut déjà se dire, ah, c'est pas qu'ils n'ont pas bien appris, il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'est passé. Et on voit très bien ce qui s'est passé quand on regarde, en fait, oubliez les deux tableaux au-dessus, regardez le tableau des langues B, en fait, qui donne les pronoms. Vous avez a, e, mi, ye. Et vous avez la même paire minimale ici. Mais c'est une paire minimale tonale. Mi, mi. Et ça me fait revenir en arrière. Il faudrait vous rendre compte que nous parlons de ceux qui ont créé le créole haïtien et qui, à la base, parlaient ces langues. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas capables de retenir les tons. D'accord? Ils sont capables de retenir les tons. Pourquoi alors ici, ils n'ont pas retenu les tons? Donc, la question se pose, est-ce qu'ils avaient retenu les tons peut-être? Est-ce qu'ils disaient nous versus nous? Ou est-ce que, en fait, ceux qui ont créé cette variante n'étaient pas forcément des locuteurs de ces langues? Est-ce que c'est peut-être des... Comment tu les as appelés, Sally? Ceux qui parlaient les français régionaux? Les patoisans. Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, mais il est clair que quand on regarde les langues qui étaient en contact avec le créole haïtien, le fait d'arriver à nous n'est pas surprenant. Et ça ne me paraît pas plus surprenant que le fait qu'on soit parti de ego à je en français. Je ne sais pas, hein, mais je n'ai pas l'impression que ça soit une bonne réplique du latin. Donc pour moi, c'est les mêmes problèmes qui se posent et je pense qu'on pourrait rendre compte de ces variations si on regarde les propriétés de recombinaison dont j'ai parlé plus tôt et si on essaie de comprendre pourquoi des gens qui parlent des langues B peuvent arriver à créer, disons, une sorte de syncrétisme dans le système pronominal qui, à mon avis, a été aussi le cas dans toutes les langues que vous avez sur ce tableau. Donc, ça, c'était juste pour vous dire les propriétés de ces pronoms. Ça, c'est ce que je viens de démontrer. Donc, la question à laquelle j'étais censé répondre et à laquelle Sally n'a pas voulu répondre, en fait, Alain Ray a répondu à cette question. Et je prendrai plutôt, disons, je serai de l'avis d'Alain Ray, qui consiste à dire que oui, le français est un créole du latin. Tout comme toutes les langues sont un créole de quelque chose. Parce que l'idée ici est de dire qu'au niveau individuel, donc au niveau de l'individu, pas au niveau de la population, ou de la reconstruction qu'on va faire par rapport à l'identité de la langue, c'est ce dont parlait Sally, lorsqu'on regarde les individus, le système linguistique que nous produisons en tant qu'individus est forcément un système qui a été recréé, et il n'a été recréé que sur la base de sources hétérogènes. Et si la création d'un créole, c'est de mettre ensemble des sources hétérogènes pour développer un système stable, eh bien, c'est ce que nous faisons tous en tant qu'individus. Donc, je parle un créole goun de mes ancêtres goumbéphones, je parle un créole français que j'appelle Enoch, que j'ai appris à la maison avec ma maman qui était institutrice, qui est institutrice, elle est toujours vivante, mais elle a travaillé comme institutrice, elle était directrice d'école, donc vous pouvez vous imaginer la pression à la maison pour parler le français. Et voilà. Merci.